Bonjour à tous, c'est la fin de l'aventure du MHR. Vous connaissez bien sûr tous le résultat, défaite avec plus que les honneurs, on va dire, défaite 15-10 face au Stade Toulousain. C'était au Stade de France. On a parlé avec Pierre-Paul Castelli, Mathieu Ostruy, spécialiste de la vidéo au sein du club, enfin dans l'équipe, et qui travaille en collaboration avec Éric Béchu et Fabien Galtier, les entraîneurs du MHR. Comment ça va, Mathieu ? Ça va, fatigué, honnêtement fatigué, parce que la pression retombe et la nuit a été courte. Enfin, les deux nuits, là, pour l'instant, ont été assez courtes. Voilà, bon, un peu la fête, évidemment, mais un peu et beaucoup triste, quand même, malheureux aussi, donc c'est tous ces sentiments. Un petit peu partagés, ouais, c'est voilà, ça, Mathieu. Tout à fait. Alors, on parlera après vous de kitesurf et de vitesse en kite et de la Luderitz Speed Challenge. Ça se passe en Namibie chaque année, c'est au mois d'octobre, c'est la Coupe du Monde de kitesurf. On a la chance d'avoir ces organisateurs. Ils seront là en deuxième partie pour nous parler de cet événement. 103 km/h quand même en kite, hein, c'est le record du monde. Et puis, bien sûr, les organisateurs du Beach Master de la Comédie, le beach volley sur la Comédie pendant 10 jours. Ça commence le week-end prochain. On les recevra aussi en dernière partie d'émission. Mais avant de parler de rugby, de résultats, c'était la finale de la Coupe de l'Hérault. Et c'est Saint-Onès qui l'a emporté 4-2 face à Saint-André de Sangonis. Paraît-il un superbe match, une équipe de PHB face à une équipe de PHA. Bravo à Saint-Onès pour cette victoire 4-2. Et puis aussi, on parlera bien sûr, je voudrais vous rappeler la qualif pour la finale du Montpellier Waterpolo. Bravo à Fabien Vasseur et compagnie. Victoire 12-5 face à Aix-les-Bains en demi-finale. Retour des playoffs. On suivra dans nos éditions du journal cette finale face à Marseille, match aller là-bas au Cercle des nageurs catalans et match retour à Montpellier, à Antigone. Ça devrait être le samedi 19 juin. Allez, on envoie le rugby. Alors avec Mathieu, donc cette finale, c'était passionnant, de nombreux Montpelliérains qui sont montés à Paris, qui vous ont suivi parce que... Depuis ce huitième de finale, on va dire, face à Toulon, puis après ce quart de finale, ce barrage à Castres, la victoire à Marseille, il fallait finir en apothéose au Stade de France, 80 000, que d'émotions pendant un mois là. Que d'émotions, c'est une aventure extraordinaire. À 10 minutes de la fin, on est encore champion de France. Enfin, on aurait pu l'être encore, mais il manquait peut-être 10 minutes de trop. Voilà, alors avant de revenir sur ce match, racontez-nous comment s'est passée cette préparation de cette finale. On sait que face à Marseille, il y a eu des conditions assez... il y a eu des moments très très forts. Et en interne, comment ça s'est passé cette préparation aussi ? C'est vrai que peu de joueurs et on avait l'expérience là de matchs avec 60 000 personnes, 80 000 personnes, etc. Donc il fallait trouver des leviers un peu particuliers. Et donc on a eu Fabien notamment, Eric, moi donc, et le service de communication, on a eu l'idée un peu d'aller chercher des images fortes des familles. Et donc en fait on a parcouru la France entière pour les retrouver, le papa, la maman, le frère, la sœur, grâce à Skype aussi. Oui, pour les Sudaf. Pour les Sudaf, voilà. Donc même on a eu des anciens joueurs du club et on a demandé à tous ces gens-là d'adresser un petit message. Voilà, ils étaient libres de dire ce qu'ils avaient envie de dire au groupe et aux personnes concernées. Donc c'est vrai que quand il y a la maman d'un Fidjien à l'autre bout du monde qui dit « Allez mon petit bon match, je t'aime », ça surprend un peu, ça motive un peu, ça pique un peu. Un gros bébé qui vous tombe dans les bras. Et... Voilà, on a eu grosse séquence d'émotion avant le match à Marseille notamment. Alors l'émotion face à Marseille et la semaine à Paris, donc vous êtes monté, vous êtes mis au vert un petit peu, comment ça s'est passé ? On est parti le jeudi, le temps d'arriver, de s'installer, puis vendredi le matin, entraînement au Stade de France, là aussi encore, même si le stade était vide, je crois qu'il n'y avait que 3 joueurs de Montpellier qui le connaissaient, qui avaient déjà joué, donc à part Fulgence, Julien Thomas et François Trenduc, aucun autre n'avait découvert, n'avait vu ce stade. Qu'est-ce que vous avez fait alors, vous qui êtes spécialiste de la vidéo, vous avez fait une petite vidéo encore, c'est ça ? Voilà, le soir, la petite vidéo. La veille ? La veille, vendredi soir, mais beaucoup plus porté sur la joie, sur la bonne humeur, sur d'être heureux d'être là et avec une remise des maillots plus solennelle avec les entraîneurs qui ont fini d'établir la motivation mentale avec eux directement. Voilà. Bon, alors sur ce match, pendant 70 minutes. 70 minutes. Ouais. 70 minutes. Mais malgré tout, Toulouse qui a quand même dominé quand même.
peu eu de possession, nous, pas beaucoup de possession. On a la chance de marquer le premier essai. Je crois qu'en première mi-temps, on va une seule fois chez eux, on marque. Voilà. Et puis 2 décisions arbitrales coup sur coup qui sont un peu litigieuses, qui nous mettent pas non plus, qui nous facilitent pas les choses. Voilà. Et toujours ce défaut récurrent de prendre 12 pénalités, 2 cartons jaunes. Oui, c'est compliqué quand même. Mais bon, c'est compliqué de la gagner. Vraiment. Bon, bah écoutez, justement, on va regarder tout de suite le résumé de ce match préparé par Marlène Meck. Ouédraogo en larmes, Trinduc consterné. Quelques secondes après la sirène, les Montpelliérains semblent sonnés par la défaite. Il faut dire que la MHR a mené jusqu'à la 70e minute. Et je crois qu'à la 71e minute, 69e minute, on est devant encore au score. Donc voilà, après on est resté dans notre match, on est resté dans notre performance. Et puis bon, c'était pas évident de répondre aussi face à Toulouse. Car Toulouse n'a pas manqué d'occasion de scorer. Quelques minutes après le coup d'envoi seulement, le Stade obtient une première pénalité suite à une faute de Gorgodze, mais David Skrela manque cette première tentative. Les 25 premières minutes sont émaillées par les attaques toulousaines. À aucun moment donné, les Montpelliérains ne franchissent leur ligne des 22 mètres. Souvent, Montpellier est en danger, mais défend toujours avec ardeur. Puis, à la 26e minute, Julien Thomas passe à Trinduc qui tente un drop de 45 mètres. Drop manqué, mais Timothy Nagusa tente l'exploit. Le Fidjien tape par-dessus la défense toulousaine, décroche son poursuivant et marque au pied des poteaux. C'était un travail d'équipe, il y avait de l'espace à l'extérieur, j'ai juste utilisé mes capacités personnelles pour aller à l'essai. Et c'est transformé par Martin Bustos Moyano. Réaction de Toulouse avec une chandelle de David Skrela dans l'embut, mais Yannick Josian commet un en avant. Quelques instants plus tard, carton jaune pour Timothy Nagusa. Toulouse veut profiter de sa supériorité numérique et obtient une pénalité que Skrela passe. Dès l'entame de la seconde mi-temps, Montpellier tente de faire douter Toulouse. Drop de Trinduc, 10-3 pour le MHR. 2 minutes après, le demi d'ouverture fait une seconde tentative qui échoue cette fois. Soit, encore une fois, éclabousser le match. Voilà, et il fait un drop, il marque un drop, il manque à mettre un deuxième derrière. Voilà un petit regret de ne pas avoir marqué sur un temps fort en début de seconde mi-temps. Un petit regret là-dessus. Mais Montpellier est lancé. Les Rouges et Noirs ripostent sans trouver la solution. La défense montpelliéraine est en place et verrouille les extérieurs. Mais les Montpelliérains se mettent à la faute. De son côté, David Skrela est en manque de réussite. Sur 8 pénalités tentées pendant ce match, il en manque 5. À moins d'un quart d'heure de la fin, le buteur toulousain est remplacé par le jeune Nicolas Bézi. Remplacement aussi du côté de Montpellier, Payog prend le relais de Thomas et Bust rentre pour Fulgence Ouédraogo. Toulouse repart à l'attaque, Montpellier défend mais se met encore à la faute. Nicolas Bézi passe une pénalité. Pour la première fois de la rencontre, Toulouse passe devant au score. 2 minutes plus tard, Benoît Payog est sanctionné pour une faute au sol. Le MHR écope d'un second carton jaune et Bézi marque les 3 points. 15-10 pour Toulouse. On a fait une belle partie, même si on n'a pas joué notre meilleur rugby, ça n'a pas été très limpide et très fluide. Dans l'agressivité, dans l'engagement, on y était dès le départ et on les a fait douter, je pense. Voilà, on a été assez réaliste. Aussi, ils n'ont pas engrangé le nombre de points qu'ils auraient pu avoir. Voilà, donc voilà, encore on prend 2 cartons jaunes et un peu comme la semaine dernière, le premier on arrive à combler, à bien s'en ressortir et le deuxième nous fait très mal. Donc voilà, il manque 10 minutes pour être champion et à la fin il manquait un peu d'essence. Il met tellement de volonté, tellement de cœur que voilà, on se met beaucoup à la faute. Je pense encore aujourd'hui, beaucoup sous pression, on a essayé quand même d'envoyer un petit peu de jeu, mais ça a été difficile et on tient le match, on est devant au score pendant 70 minutes grâce à notre défense aussi, qu'on avait beaucoup travaillé. Et puis l'indiscipline de carton, due à la grosse détermination, à l'envie qu'on veut y mettre. Sauf qu'on le paye cash, quoi, et dans ces phases finales et encore plus contre Toulouse, voilà, ça pardonne pas.
Exténué, privé de demi de mêlée et de son meneur Ouedraogo, Montpellier a beau lutter dans les 22 mètres toulousains jusqu'à la fin. Le bouclier de Brennus est toulousain une nouvelle fois. On savait qu'on s'était beaucoup employé toute la première mi-temps, que ça allait être dur à la fin et qu'eux ont l'habitude des finales. Donc ils sont bien revenus et nous on a un peu craqué. Mais voilà, on nous prévoyait de prendre 50 points. Donc au final on peut être content, on ne perd pas beaucoup. Bon Mathieu, on va être bon joueur sur la saison. Toulouse mérite amplement sa victoire dans ce top 14 quand même, hein, même si en finale ils n'étaient pas leur top. C'est le but des phases finales, c'est qu'à un moment donné tout peut changer. Ils ont été premiers sur la saison régulière, mais là voilà, on aurait pu nous être champions. Pas de chance quand même, parce que des pénalités sifflées au mauvais endroit, face au poteau souvent. Puis cette expulsion quand même de Benoît Payoc, vous retrouvez sans demi de mêlée, ça c'est dur quand même. C'est compliqué. Hein. Non, c'était compliqué techniquement, après c'est compliqué, stratégiquement c'est compliqué, parce qu'il faut toujours vite combler les manques. Et puis bon, 2 pénalités comme vous dites face au poteau, c'est plus facile, ça fait 6 points pour eux. Et à la fin on connaît le score, 15-10. Voilà, on évite les calculs. Alors Fufu, Ouedraogo était incertain, finalement il a joué. Vous l'avez su quand qu'il pouvait jouer finalement? On a testé jusqu'au bout, on attendait vraiment le dernier moment. Il a pris quand sa décision? On l'a prise dans l'après-midi, fin d'après-midi. Donc c'est-à-dire à H-4 heures. 4 heures de match. Voilà. Ok. Alors c'était un petit peu l'incertitude pendant cette journée, on ne savait pas si Ouedraogo allait jouer. Il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont montés à Paris. Alors là c'était la belle fête pour toute une ville. Derrière vous, on va regarder Mathieu ensemble, une journée des supporters avec plusieurs styles de supporters, on va le voir, ça commence le samedi matin en gare de Montpellier. Difficile de donner un chiffre, peu importe finalement le nombre de supporters qui ont fait le déplacement. Ce qui compte, c'est la qualité des hommes et des femmes unis pour l'occasion, mais différents dans la manière d'aborder l'événement. Ce samedi matin, il y a d'abord ceux qui n'ont pas dormi de la nuit. Ce sont les juniors du club, champions de France le dimanche d'avant. On sort de boîte là parce que nous, ça fait 1 semaine qu'on fête notre titre de champion de France. Et on va les fêter celui de la première maintenant. Dans le train, le calme ne dure pas longtemps. Un gentil animateur prend les choses en main. C'est bien ça, l'animateur du wagon et du train complet d'ailleurs, parce qu'on va aller de wagon en wagon pour chanter et pour mettre l'ambiance un petit peu avant le stade. Ici, c'est Montpellier, Et puis il y a les expérimentés, les vieux sages comme on dit. Pour pousser une équipe, il faut d'abord bien manger. Tous les matchs quand il n'est pas là, tu joues au tiers de tes possibilités. Quand tu regardes ça. Et là peut-être comme il n'est pas là, ils vont décupler le truc pour lui. À savoir, ça va être... Les craintes, ça serait d'en prendre 40, non? De passer pour des cons, mais pas plus que moi qui suis auvergnat, pas plus que la SM, qui est passé pour des pipes en demi. Et voilà, et l'espoir c'est que ça se passe comme contre Paris et que... Et voilà. Dans un autre wagon, des supporters vouent un véritable culte à l'Argentin Bustos Moyano. Ils ont fabriqué 7 banderoles à son effigie. Les matchs, on les gagne grâce aux buteurs adverses qui sont nuls. Et voilà, et nous, notre buteur, quand il faut marquer, il marque. Et voilà, il gagne pas des millions. C'est pas Vignaski, c'est pas Telé, mais c'est le meilleur. C'est le Bustos Moyano, Bustos Moyano. C'est Montpellier, toujours les mêmes. Et puis enfin, il y a les supporters qui ne peuvent pas trop se lâcher, les politiques, même si le président de l'agglo adore le rugby et ses valeurs. Nous aidons 22 disciplines, 12 millions à peu près d'accompagnement des clubs, plus les équipements qui sont réalisés, donc on les met dans les meilleures conditions. Et c'est aussi récolter en quelque sorte ce qui a été semé. Ici, c'est Montpellier, à la gare de Lyon ou au Stade de France. Tiens, encore des supporters et pas des moindres, les équipiers, ceux qui sont blessés ou ceux
qui ne sont non sélectionnés dans le groupe. Ils ont été coupés du monde extérieur, même de nous. On n'a pas eu le droit d'aller les voir la veille à l'hôtel. Mais j'ai parlé un peu par message, tout ça, et ils sont prêts. Et même ils tournent en rond là, depuis un petit moment et ils attendent que ça commence. Regardez-moi ça. Magnifique, hein? Toulouse-Montpellier, la finale, qui l'aurait cru? C'est beau, hein? Allez, il faut gagner maintenant. Aux abords du stade, le QG montpelliérain est une brasserie connue, tenue par un gars de chez nous. Reste une dernière catégorie de supporters à interviewer, celle des spécialistes, nos consultants d'Ovalie Hebdo sur TV Sud. On va dire qu'en tant qu'homme et supporter, on souhaite une victoire montpelliéraine, même si elle va être très très difficile. En tant que journaliste, malheureusement, on va dire trop sérieux. Bon. Allez Montpellier! Allez Montpellier! Je sais pas ce qui va se passer, mais je l'avais annoncé, il va se passer quelque chose. La suite, tout le monde la connaît. De cette belle aventure, finalement, la victoire, c'est peut-être que le MHR s'est trouvé de vrais supporters. Je l'espère, c'est vrai que ça fait plusieurs années que c'est en progression et honnêtement, même tout à Yves du Manoir, on a pu voir l'engouement qu'il y avait sur les derniers matchs, même celui de Toulon. Et ça fait plaisir d'être supporté et pas juste d'avoir des spectateurs qui viennent voir le spectacle, mais d'être supporté. Et ça nous donne encore plus de confiance et envie d'aller encore plus loin. Le MHR a planté son drapeau sur la France de l'Ovalie. Reste à savoir si Montpellier deviendra, comme Béziers en son temps, une véritable terre de rugby. Allez Montpellier. On reparle du rugby et du MHR avec Mathieu Ostruy juste après la pub. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Le bowling de Montpellier vous offre la possibilité de vous divertir entre amis et l'occasion de passer de bons moments de détente en famille. Pour cela, nous mettons à votre disposition un grand espace de jeu, un bar, ainsi que de nombreuses pistes homologuées. Faites découvrir la formule anniversaire à vos enfants dans une ambiance conviviale. Une partie encadrée par un coach, puis place au goûter et au cadeau. Rejoignez-nous, avenue de la Pompignane. De retour dans Sport Sud, ils nous ont rejoint sur ce plateau. Sophie Routaboul, comment ça va? Et puis Sébastien Catelan, alors co-organisateur de la Luderitz Speed Challenge. C'est la Coupe du Monde de vitesse en kitesurf. Et c'est au mois d'octobre, on en parlera d'ici 4 petites minutes. On finit avec Mathieu Ostruy. Mathieu, alors, voilà, comment on se relève la suite, comment on l'envisage Alors déjà, il faut remercier tous les gens qui sont venus. Alors parce qu'un an et une semaine, hein, c'est ça? Vous avez une semaine le 31 mai dernier, 2010. Non, mais il faut remercier déjà les gens qui sont montés à Paris, tous les gens qui ont fait un sacrifice énorme, tous les supporters qui ont fait un sacrifice énorme. Ça, les joueurs, nous, le staff aussi, on l'a compris. Hier, tous les gens qui avaient sur la comédie, c'était magnifique pour nous. Et là, je pense qu'on va se reposer pendant un petit mois, hein, un gros mois même, et on va commencer sereinement à travailler sur la saison prochaine en essayant de faire mieux, même ça va être très très compliqué de faire mieux. Ça va être compliqué. Justement, vous parliez de la comédie, Mathieu. On a les images du théâtre. C'était assez impressionnant quand même. 2500 supporters qui étaient venus ce dimanche après-midi, qui n'avaient pas beaucoup dormi aussi, parce qu'ils étaient rentrés soit très tôt le matin,
soit ils arrivaient à peine de Paris, et puis là on vous voit au balcon là. C'était fabuleux comme sentiment, comme ressenti. On voit tous les gens qui étaient heureux d'être là, et puis nous aussi, on était super contents d'être là, et de commencer, de refaire la fête à Montpellier. D'accord, puis il y a eu la fête après dimanche soir un petit peu quand même. Un petit peu, ouais, on a fait quelques, on est chez François là encore, là, chez Stera, donc voilà, on a continué, on a continué jusqu'à tard ce matin. D'accord. J'aimerais aussi qu'on écoute les interviews. C'était hier au théâtre, à l'Opéra Comédie. On va écouter Éric Béchu, on va écouter un supporter, et puis on va écouter Benoît Paillog en premier. On a fêté ça, même si il y avait la défaite au bout et tous un peu malheureux, mais voilà, on a fait un drôle de parcours, une belle histoire humaine. Voilà, donc on a voulu fêter ça et continuer à partager ça ce soir avec les joueurs aussi qui vont partir. Donc voilà, on a bien fêté ça, on n'a pas beaucoup dormi, mais on aurait aimé ramener ce bout de bois quand même ici. Elle nous a fait vibrer pendant toute une saison et on a été heureux de les voir arriver jusqu'au bout. Voilà. Merci. Totalement. Presque quand même, pour nous dans le cœur. Je crois que la dépression au sens littéral du terme, pression, dépression, elle va intervenir là dans les 2-3 jours à venir, quoi. Bon voilà, c'est comme ça, mais on a besoin de se reposer quand même, parce que ça fait 1 an et 1 semaine que les joueurs s'entraînent. Je crois qu'il est vraiment temps de les lâcher. Alors, juste pour finir, c'est quand même des sorciers, 2 sorciers là, qui sont arrivés cette année. Vous qui les côtoyez au quotidien. C'est 2 grands. Alors, Éric Béchu, en plus, avec ses symboliques, etc. Alors déjà, c'est deux personnes très respectées dans le milieu de rugby. Comment ça, c'est ça, C'est 2 grands monsieur, 2 grands bonhommes, 2 hommes opposés au niveau du caractère, peut-être, mais à la limite, mais super complémentaires. Et puis bon, voilà, ils ont réussi, tout, quasiment tout là, puisqu'on on a trébuché à 10 minutes près. Donc, vraiment, ils ont transformé le club. Tout à fait. Transformé, avec un nouvel actionnaire qui arrive, des nouvelles recrues. Notamment, on va voir la recrue. C'est un Sud-Africain, un centre, qui fait 1m92 pour 99 kilos. J'ai oublié son nom, je m'en excuse. Bosch, voilà, Paul Bosch. Paul Bosch, Sudaf, qui jouait à la Western Province. Voilà, et puis on attend éventuellement quelqu'un en première ligne, encore un autre Sudaf, talonneur, reconverti en première ligne à gauche. Voilà, merci beaucoup Mathieu d'être venu sur ce plateau. Et puis on va vous le libérer parce que je sais que vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Oui, voilà, je vais voir ma femme, ma fille et dormir un peu. Voilà, et on vous donne rendez-vous pour mi-juillet, parce que c'est déjà la reprise mi-juillet. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Alors, on arrive à cette Speed Challenge Luderitz Cup. Je ne sais pas si c'est ça qu'on me dit, c'est la Coupe du Monde. Là, on a sur ce plateau 2 vice-recordman du monde de vitesse en kite. Notamment vous, Sébastien Catelan, avec votre record, c'est 55,5, c'est ça? C'est ça fait 103 km/h. Et croyez-moi, ça fait vite sur l'eau sans moteur. C'est une grosse prise de risque et c'est beaucoup d'adrénaline. Et avec l'expérience, on arrive facilement à tomber sans se faire mal, comme au judo, à vraiment anticiper toutes les chutes et tous les mauvais bobos. Donc c'est vraiment, au final, c'est vraiment une performance presque sans risque. Mais c'est quand même impressionnant sur les images, on va pouvoir les voir ensemble. Mais Sophie Routaboul, vous êtes organisatrice de l'événement là. Voilà. Expliquez-nous, c'est quoi cette Luderitz Cup? Ça se passe au mois d'octobre chaque année? Chaque année, en fait, depuis maintenant 4 ans, en fait, on organise cette tentative de record du monde de vitesse à la voile. Voilà, l'intitulé réel, c'est ça, en fait. Donc c'est pas fermé qu'au kite, voilà, c'est vitesse à la voile, ouais. Et il y a eu des windsurfers, notamment des noms comme Björn Dunkerberg qui est venu, les Moussilmani, enfin, j'en passe encore, Anders Brindal l'année dernière. Et en fait, c'est une tentative qui dure 1 mois. Chaque année, 1 mois, pourquoi? Parce que on se déplace en Namibie quand même pour pouvoir organiser cette tentative et il nous faut un maximum de temps pour pouvoir s'exprimer et avoir le maximum de chances de battre des records. D'avoir les meilleures conditions devant, quoi. Voilà, malgré que le fait que déjà on soit vraiment très confiant et si ça s'organise au mois d'octobre, c'est pas au hasard du tout.
C'est simplement que la ville dans laquelle on l'organise, Lüderitz, donc qui est vraiment au sud de la Namibie, au sud de bord de Namibie. l'Atlantique, l'océan. Voilà, en fait, c'est la Namibie, donc c'est le nord de l'Afrique du Sud. Ouais. On en parlait d'ailleurs de l'Afrique du Sud. On en revient. Décidément, c'est vraiment un pôle sportif. Et effectivement, en fait, il y a des stades de vent assez incroyables, même du jamais vu, puisqu'il y a énormément de sportifs depuis des décennies, en fait, qui cherchent le spot le plus rapide du monde, et c'est Lüderitz, donc on l'a prouvé. Et ce chercheur d'or, c'est notamment Sébastien Catelan qui a trouvé ce spot. En 2004, ouais. C'est vous, hein, par hasard, comme ça? En fait, j'habite depuis 10 ans à Cape Town, et donc voilà, tous les mauvais pêcheurs m'ont dit vraiment, si tu veux trouver des conditions pour aller vite, le vent le plus fort sur toute la côte ouest africaine, c'est à Lüderitz. Donc j'ai fait 1000 km, je suis arrivé là-bas, et petit village au milieu de rien, sur la Lune, et vraiment il ne restait plus rien, puisque tout avait disparu soufflé par le vent des millions d'années déjà, et donc voilà, c'est vraiment du pain béni pour nous. Et après, donc vous l'avez testé avec quelques potes, j'imagine, et après vous avez décidé d'en faire un challenge, quoi. Voilà, j'ai mis 3 ans à créer la première tentative de vitesse à la voile, et voilà, maintenant c'est en 2007. Et depuis, en fait, les records n'ont cessé de tomber. Donc il y a plusieurs nations qui sont venues, et à chaque fois le compétiteur de son pays est reparti avec le record. Parce que le premier record, c'était quoi au début? Ça devait être dérisoire par rapport à maintenant, non? On est parti de 41 nœuds, et voilà, très vite, en fait, chaque fois qu'il y avait eu du vent, on a augmenté. Première année, on a fini à 48. Deuxième année, 50. Et première fois de l'histoire de la vitesse. Et donc voilà, très vite, après on a battu un bateau qui était aussi dans la course, l'Hydroptère, avec 51,3. On l'a battu en octobre dernier, et on s'est arrêté à 55,6. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est Rob Douglas, l'américain, qui vous devance d'un petit dixième. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc une trentaine de compétiteurs en 2010, c'est ça, voilà, Sophie? Ouais. En fait, et l'an prochain, cette année, Alors en fait, on se bat d'année en année en fait pour pouvoir l'améliorer, en fait, ce record, et c'est pas vraiment chose facile. Il faut vraiment travailler sur le plan d'eau, puisqu'en fait on a la chance d'avoir des stades de vent énormes, un angle parfait, un effet Venturi du fait des collines et des mines de diamants. C'est cocasse, mais oui, il y a des mines de diamants en fait sur ce spot. Donc ce plan d'eau, il est naturel, bien sûr, mais il faut l'améliorer. Voilà, en fait, donc, on n'a pas arrêté de l'améliorer. C'est ça. D'année en année, en fait, Sébastien, lui, il y a pour moi, hein, dans le monde entier, il n'y a vraiment pas meilleur sportif au monde qui peut avoir un regard aussi professionnel que ça. Il l'a prouvé, hein, d'ailleurs, hein, puisque c'est vraiment un aspect technique, en fait, incontournable. Hein. On n'aurait pas pu battre des records si Sébastien n'avait pas créé cette base nautique. On a creusé un canal en 2009 pour la première fois. Parce qu'il y a un plan d'eau, mais vous avez creusé un canal juste à côté. Il faut améliorer l'angle, il faut améliorer le clapot. Donc en fait, c'est le relief de l'eau, en fait, qui nous permet de ne pas aller vite. Simplement, tu le dis très bien d'ailleurs, souvent, c'est comme en Formule 1, si on met un dos d'âne sur il faut creuser sur combien la distance? Caméra de départ, caméra d'arrivée, il faut 500 mètres. 500 mètres, d'accord. Ça, c'est le record homologué. Il faut 200 mètres pour accélérer et encore 200 mètres pour freiner. On vous voit, Sébastien, là, en train de battre le record, là. Ouais. Non, on le voit bien, là. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment des belles images. Donc ouais, le canal, à l'époque, là, faisait 700 mètres de long, donc court. Donc vraiment, cette année, il va falloir le faire ailleurs et plus long, et un petit peu plus large, bien sûr. Donc il va falloir, pour optimiser la sécurité et pour vraiment permettre plus de performance, il va falloir rajouter de l'angle par rapport au vent, et voilà, ça va vraiment nous donner de la performance beaucoup plus facile. Une fois qu'on a ce terrain de jeu, on peut commencer à travailler sur le matériel, parce qu'il nous faut vraiment établir en fait un nouveau plan d'eau pour avoir des nouvelles sensations de glisse comme ça. Et à partir de là, on peut vraiment travailler sur le matériel, développer notre technique et arriver vraiment à des performances qui sont inatteignables avec aucun autre support. Donc on a vraiment un ratio poids-puissance phénoménal en kitesurf. Ouais. Et tout ce qu'il faut, c'est pouvoir contrôler cette puissance qui est générée par notre aile. Ouais. Donc il faut tout mettre en place, mais la première phase, c'est vraiment de creuser un canal. Ouais. Le matériel pour la vitesse, il est par rapport au matériel Alors les voiles en général sont de série, même si on peut effectivement faire de la recherche de prototypage et puis essayer de voir ce qu'il en est année après année.
Bon, cela dit, nous, on travaille avec la même marque, en fait, et on a pris des voiles de série à chaque fois pour nos records, en fait. D'accord. Donc, rien de plus, rien de moins. Ensuite, au niveau des planches, c'est pas vraiment la planche la plus commercialisée, une planche de speed, donc de vitesse, en fait. C'est pas la planche de Monsieur Tout-le-Monde pour pratiquer le kitesurf en tirant des bords, comme on dit, faire la longue distance. C'est quoi sur la planche? C'est un gun, en fait. C'est... Seb t'en parles mieux que moi, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des mots un peu spécifiques. En fait, pour un petit peu synthétiser la chose, ça va que d'un côté. D'accord, donc puisque en fait le record en fait se fait simplement, il faut suivre le vent, on descend le vent, on cède de la puissance du vent, donc forcément remonter ça ne nous sert à rien, c'est vraiment de la descente. Et comme tu disais en fait Seb, il y a 500 mètres pour pouvoir s'exprimer avec une planche en fait un petit peu, c'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas les images, mais c'est vrai qu'elles sont un peu atypiques ces planches, on en verra de plus en plus. C'est juste beaucoup plus étroit qu'une planche de production. D'accord, c'est vraiment spécial pour la vitesse et les records. La vitesse justement, c'est devenu un enjeu majeur pour les marques, hein. Peut-être à Sophie que. Alors oui, c'est vrai qu'en fait. Les différentes marques. Donc, alors, votre terrain de jeu, ça devient une bataille commerciale, quoi. Terrible, j'imagine. Disons qu'en fait, au fur et à mesure des records, et notamment à partir des 50 nœuds, puisque les 50 nœuds, c'était vraiment une barre mythique, rêvée par de nombreux marins depuis des décennies, bateaux, windsurfers, etc. Ils s'y sont attelés et il y a eu vraiment beaucoup de recherche, de développement dans le nautisme en général pour pouvoir atteindre cette barrière. Et qu'un kitesurfer l'ait atteint, c'est vrai, c'est Seb qui l'a atteint en premier d'ailleurs en 2008, c'est vrai que c'était... le regard se sont tournés vers nous, en fait, dans cette petite compétition, petite, qui a pris de l'ampleur et qui a appelé donc énormément de compétiteurs de partout dans le monde, et donc il y a eu un engouement médiatique énorme et fulgurant en fait à la suite de ces 50 nœuds, et du coup effectivement dès qu'on a des images, dès qu'on a du média, les marques y trouvent leur intérêt et puis essayent de... Et des coureurs du monde entier. Exactement, essayent de pouvoir placer leur performance et placer leur équipement en fait dans cette compétition. Le but vraiment c'est de rassembler tous les meilleurs mondiaux sur le meilleur spot. Et c'est chose faite, l'idée est vraiment très intéressante et c'est vraiment très, très performant à ce niveau-là. C'est vraiment très efficace. Donc, puis, voilà, ça devient une vitrine. C'est un événement vitrine maintenant, en fait, puisque c'est le plus gros événement de la discipline du kitesurf dans le monde entier au niveau de l'impact média. Et le mois d'octobre, c'est la meilleure période, hein. Voilà. Non, il n'y a pas mieux. On a une plage de 6 mois devant nous, mais non, c'est ce qui nous convient bien, Le temps parce qu'il y a énormément de travaux en amont, donc ça nous permet de rebondir. Jour en jour, là, vous voyez les conditions, et puis là, vous savez que ça va être ce jour-là que vous risquez de battre le record, c'est ça? Alors c'est vrai qu'on anticipe un minimum, la météo change de toute façon environ tous les 3 jours, mais on est assez confiant. En fait, c'est une météo qui n'est pas changeante comme ici. C'est vrai que souvent les personnes nous comparent notre partie de France en fait, en disant mais nous ici ça souffle, je suis sûre que vous pourrez battre des records. Non, il faut vraiment du vent très régulier, stable, et comme on disait en fait, avoir vraiment des stades de vent énormes et pouvoir vraiment réellement s'exprimer au moins une dizaine de jours sur les 30 jours, c'est-à-dire minimum, on ouvre 10 jours le run. Après, c'est vrai que des fois, il y a 2-3 jours de pas de vent, entre guillemets, il y a toujours du 15-20 nœuds, mais nous, il faut qu'on s'exprime dans minimum 35 nœuds de vent pour pouvoir vraiment pouvoir performer et battre ces records encore et encore. Alors, les windsurfers, là, est-ce qu'ils iront plus vite, eux aussi, à Lüderitz que quand ils étaient au Sainte-Marie-de-la-Mer. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, voilà. Ouais, en tous les cas, sur le papier, c'est évident. Ça devrait. Faut juste qu'ils s'organisent comme il faut, et c'est évident qu'ils peuvent aller beaucoup plus vite. Et ils n'ont plus qu'à mettre un pied devant l'autre et à venir se joindre toute la durée de l'épreuve. C'est sûr que le potentiel est là en tous les cas. Ils l'ont testé plusieurs fois et c'est vrai que c'est un peu empirique cet événement. Année après année, on ajoute une pierre à l'édifice et on essaye d'augmenter le potentiel et effectivement d'accueillir le maximum de compétiteurs et de disciplines. Et les windsurfers, malgré que ce soit également un engin semblable au kitesurf, ont besoin de certaines petites choses un petit peu différentes, donc il faut jongler entre les deux disciplines, ce qu'on va faire cette année. D'accord, écoutez, on va surveiller ça cette année parce que on va regarder du côté du Lüderitz, parce que ça risque il risque d'y avoir des records du monde à tout va, on l'espère en tout cas pour vous, et pourquoi pas les 56, c'est ça? Ouais, c'est plus affinité. 56, c'est plus aussi affinité. Très bien. Merci à tous les deux. Peut-être vous pourrez rester avec nous. Merci Mathieu. Et puis bonnes vacances. Et puis on espère le MHR de retour là au mois d'août et encore des victoires. Merci beaucoup Mathieu. C'est l'heure de la pub. On se retrouve pour la dernière partie de Sport Sud. Merci.
non-voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Siquarium Gros du Roi. Spécialiste du confort médical, Valea Santé développe des solutions d'aide à l'autonomie. Valea Santé vous invite à découvrir sa nouvelle gamme de vélos et tricycles à assistance électrique. Valea Santé vous propose des véhicules pour tous les styles de vie, des vélos à partir de 1 190 € et des tricycles à partir de 1 600 €. Pour vous permettre plus de mobilité, tous nos vélos et tricycles bénéficient d'une assistance immédiate au démarrage. Valea Santé, la liberté retrouvée. Valea Santé, c'est 2 adresses, à Lunel et une à Montpellier. Plus d'infos au 04 67 830 408 ou sur www.valeasanté.fr. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas ? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Vivez le Morbihan, la Bretagne côté sud. Gagnez vos vacances sur destinationmorbihan.com. L'artisanat, première entreprise de France. Du 16 avril au 21 juin, profitez du chéquier Avantage, des remises et des cadeaux exclusifs chez vos commerçants de la ville active. Bricolage, sport, électroménager, automobile, opticien, restauration rapide, bijouterie, informatique, jouets, vêtements, dépôt, vente et literie. Ville active, active ma ville. De retour dans Sport Sud, dernière partie, après le kitesurf, on va parler de beach volley, encore un sport qu'on a envie de pratiquer à l'arrivée des beaux jours. Et notre invité, c'est Jean-Pierre Bégu, le président du Montpellier Beach Volley. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, oui, très bien. On attend Stéphane Canet qui devrait arriver, qui est organisateur aussi du Beachmaster. Oui, sûr, oui. Il ne devrait pas tarder. Donc ce Beachmaster, on a eu peur qu'il ne se fasse pas. Et puis finalement, il se fait, et c'est tant mieux puisque ça commence. C'est du 10 au 19 juin, oui. Jean-Pierre. Oui. Et voilà, donc soulagé, j'imagine ? Oui, très soulagé. Le Montpellier Beach Volley, dont je représente maintenant donc j'étais nommé président en février 2011, récemment. Donc à recommencer cette organisation pour 2011 avec des nouvelles bases, puisque c'est le Montpellier Beach Volley cette année qui organise l'édition 2011, et non plus une société événementielle qui l'avait fait l'an dernier. D'accord. Alors justement, vous avez dû prendre du retard un petit peu, il a fallu rattraper le retard, j'imagine, sur l'événement ou pas ? Non, rattraper le retard, tout était en place, donc l'organisation était déjà en place. Bon, il y a eu ces petits contrôles de gestion, les contrôles de la mairie que nous avons acceptés et qui se sont très bien passés. Et puisque nous avons eu donc le feu vert de la mairie et du comité de gestion, du service de gestion de la mairie, donc c'est que tout était en place. Donc, mais il n'y avait pas des... Donc tout est mis en place, tout est prêt Oui, tout est prêt. Là, vous avez commencé à faire Là, ça a commencé l'installation aujourd'hui. On peut voir peut-être les images, Thierry, du montage. On peut voir, regardez là, la place de la Comédie qui est en train de s'habiller beach volley, on va dire, c'est ça ? Oui. Alors c'est la 7e année. La 7e édition. Oui. Et alors, déjà. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année par rapport aux autres années ? Par rapport aux autres années, non, c'est à peu près le même système où évidemment il va y avoir beaucoup de tournois, des tournois nationaux, internationaux, régionaux, puisque nous avons une étape du Beach Club Tour qui est
qui est la compétition régionale de la Ligue, hein, donc qui aura lieu donc le 11 à La Rose, et puis nous finirons sur la Comédie pour les finales, hein, le dimanche. Alors voilà, La Rose, je répète pour tes spectateurs, donc 2 sites, hein, La Rose, c'est le site, bien sûr, près d'Arène, du Montpellier Beach Volley, et puis la Comédie pour les matchs de gala, on va dire. C'est ça, les matchs de gala, puis les finales du Beach Club Tour, donc qui auront lieu le dimanche, garçons et filles. Alors c'est un événement assez incroyable avec vachement de passages quand même. Oui, beaucoup de passages, nous allons organiser des tournois le lundi donc de Pentecôte, un tournoi évidemment avec des joueurs de différents sports, hein, on appelle ça, donc du rugby, du football, puis d'autres sports qui vont venir jouer sur le lundi de Pentecôte. Puis après ils vont démarrer les différentes organisations, mais je pense que Stéphane Canet va vous en parler, avec les écoles, les sociétés, tout un ensemble de situations qui vont se mettre sur la Comédie, puisque le tournoi international commence vendredi. Il commence vendredi, international. Oui. Alors, justement, des équipes filles, des équipes garçons, des Brésiliennes? Oui, alors... Comme d'habitude, hein, elles ont l'habitude de venir, c'est ça? Et une grosse nouvelle, donc les Sud-Africains n'ont pas pu se déplacer, donc nous l'avons remplacé par une équipe ou américaine ou brésilienne, on va gagner au change. Ah oui. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi on va pas les avoir deux? Soit une équipe américaine de très très haut niveau, soit une brésilienne. On est en train de voir avec laquelle des deux pourra se libérer, mais enfin il y aura une des deux qui sera là. D'accord, parce que ça tombe en pleine période des World Series ou pas? Oui, c'est ça. Donc demain d'ailleurs commence la World Series à Shanghai. Voilà. Hein, puisque nos équipes, à Pékin, pardon, puisque nos équipes sont à Pékin en ce moment, elles démarrent demain. Et les filles aussi, nos équipes de filles aussi sont à Pékin. Et bon, donc au retour de Pékin, donc viendront sur la place de la Comédie, puisque nous avons nos équipes nationales qui sont au club, garçons et filles, qui font le tournoi. Alors justement, c'est une fabuleuse promotion pour votre club, Jean-Pierre Bégu. Oui, on essaye. J'ai quand même les deux équipes championnes de France qui vont être là, les équipes championnes de France masculines et féminines de l'an dernier, qui seront présentes. Donc plus de 2 autres équipes d'équipe de France et 3 autres équipes masculines. Donc on aura vraiment, je pense, un gros plateau cette année. Alors comment ça va marcher parce que bon, il y aura le tournoi phare, on en reparlera avec Stéphane Canet, qui connaît bien les joueurs qui vont participer. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi plusieurs tournois avec des partenaires, avec des enfants, c'est ça, le mercredi? Des sociétés, des partenaires qui vont emmener les enfants, des tournois de 4-4, de 6-6, enfin il va y avoir toute une ambiance. L'idée c'est quoi, Jean-Pierre Bégu? C'est d'ouvrir, d'avoir... Oui, c'est-à-dire d'en faire profiter tout le monde un peu, vous le savez bien, cher ami, que le beach volley c'est un sport en 2-2, c'est un sport olympique, mais on veut essayer d'augmenter la puissance en faisant du 4-4 et du 6-6 pour pouvoir essayer d'attirer le maximum de gens à ce sport. Alors, Pascal Miralles, qu'on connaît bien ici chez nous et qui travaille pour Arago TV, des fois, qui fait des petites vidéos, a fait une vidéo pour vous, pour le Montpellier Beach Master. D'ailleurs, entre parenthèses, on aura un 2 minutes tous les soirs sur notre chaîne, sur TV Sud, qui relatera un petit peu ce qui s'est passé au quotidien sur la place de la Comédie. On va regarder le petit teaser qu'il a préparé pour cette édition 2011. Très bien. Alors, c'était Jean-Pierre, une édition qui avait lieu au mois de mai. Ça donne envie quand même ce teaser un petit peu. Hein. Oui. Il y avait d'habitude c'est au mois de mai. Donc là, c'était déplacé au mois de juin. Finalement, c'est pas plus mal. Hein, par rapport aux c'est à cause évidemment des compétitions mondiales et nationales, puisque déjà le championnat de France aussi a commencé ce week-end. Il a commencé à Orléans d'ailleurs. Ouais. Samedi et dimanche. D'ailleurs, une de nos équipes a été battue en finale. C'est qui? Quelle équipe? Daguerre. Les deux frères Daguerre ont été battus en finale dimanche à Orléans. Bon, c'est une bonne performance quand même. Donc, puis le BCT aussi, le Beach Club Tour régional a commencé, puisqu'il y a une étape déjà au Gros du Roi, à la Grande Motte. À Palavas, malheureusement, samedi, il y a eu des trombes d'eau. Donc, et donc, nous prenons le relais. Donc, premier week-end, premier week-end, c'est le beach régional, c'est ça? Le 11. Le 11. Oui. Le 11, ça démarre. Ça démarre. Oui. Et le 10, il y a quoi? Il n'y a rien, c'est juste le 10, il va y avoir des qualifications, sûrement, parce qu'on a beaucoup d'engagés. Ah ouais, d'accord. Donc, il va y avoir des qualifications le vendredi pour avoir le tableau à 16 joueurs, à 16 équipes, le samedi en garçon et en filles, à La Rose.
Alors des animations, activités, des événements, de quelle heure à quelle heure? Toute la journée? Le soir également ou pas? Le soir aussi, donc le soir sur la comédie. Oui, le soir sur la comédie, on fera donc aussi des animations qui vont avoir lieu avec des joueurs, des joueuses, et évidemment des équipes qui viendront de l'extérieur, qui viendront se rencontrer ensemble pour évidemment passer un bon moment ensemble, et puis après les matchs, un bon petit moment ensemble dans l'esprit du beach volley. D'accord, alors il y aura des soirées également Oui, il va y avoir des soirées, les soirées surtout le samedi soir, le samedi soir et dimanche soir. Sur la comédie qui vont avoir lieu donc sur le site. Sur le site, ah ouais, d'accord. Oui. D'accord, avec un bar sur la comédie, c'est sympa. On pourra boire, on pourra avoir toutes ces rencontres et suivre de très près. J'espère qu'il va faire beau, parce que malheureusement, c'est une époque où il y a pas mal d'orages le soir, mais enfin j'espère que... Et en matériel, alors c'est énorme quand même. Oui, en matériel, oui. La mairie, vous êtes beaucoup il faut remercier énormément les services techniques de la mairie qui font un travail extraordinaire pour permettre donc cette manifestation. Donc il faut toujours les remercier. Ce sont des gens vraiment, des techniciens hors pair, qui mettent en place tout le système, le sable, les gradins, toute l'organisation. Et ça, c'est très important pour nous, c'est sûr. Alors, le sable, ça représente quoi? Vous le faites venir d'où, ce sable? Le sable vient, alors comme je dis toujours, on me demande d'où vient le sable. Ce n'est ça, je vous donne une petite confirmation, ce n'est pas un sable de mer, c'est un sable de rivière qui vient du département de Vaucluse. D'accord, c'est un sable de carrière. De carrière, un sable de rivière, donc c'est celui que nous avons à La Rose, sur nos 6 terrains de La Rose, puisqu'à La Rose nous avons 4 terrains extérieurs et 2 terrains intérieurs, qui sont dans le gymnase Roca, Ferrari, oui. Un ancien gymnase du handball, du démarrage du handball à Montpellier. Juste à côté, oui, à La Rose. Oui, à La Rose. Donc le sable est là, sous 40 cm de sable. C'est là que nous avons nos activités, puis l'étape évidemment du BCT. Et il ne faut pas oublier aussi, je le rappelle, les 1, 2, 3 juillet, nous organisons une étape du championnat de France. D'accord, à La Rose. 1er juillet, 2 juillet, 3 juillet, une étape du championnat de France où il y a beaucoup d'équipes nationales, de clubs qui viendront pour se qualifier pour les finales du championnat de France. Alors pour ce Beachmaster, c'est combien de bénévoles? Alors oui, c'est d'abord deux directeurs très importants, il faut les nommer quand même, Stéphane Canet et Mathieu Hamel. Stéphane Canet et Mathieu Hamel, qui arrivent, on me dit dans l'oreillette. Oui, Stéphane Canet, dépêchez-vous, rejoignez-nous sur le plateau. Les pierres angulaires du club et du tournoi, ce sont des personnes qui travaillent énormément. Pour... Ah, mais Stéphane Canet qui arrive justement. Stéphane, merci d'être là. Il te reste 4 minutes. je vous coupe, Président, pour laisser la parole à Stéphane. Oui, Stéphane. Oui. Alors Stéphane, on a évoqué un petit peu soit des Brésiliens, enfin des Brésiliennes c'est sûr, parce qu'elles viennent chaque année, soit des Brésiliens, soit des Américains à la place des Sud-Africains. On gagne au change finalement. Oui, finalement, on gagne au change. C'est les meilleures nations. Oui, je pense qu'on est sur une paire brésilienne montante. Là, on vient de découvrir un nouveau Brésilien là, qui fait 2 mètres, là, qui vient d'arriver sur le circuit en Chine. Donc, je pense ça va être un peu la surprise. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus très bien de son prénom. D'accord. Il joue avec qui? Avec un expérimenté? Parce que les Brésiliens, c'est ça, ils ont un jeune. Oui, en fait, c'est une nouvelle génération. C'est un peu comme quand Schmitt et Allison étaient venus sur la comédie. En fait, ils n'étaient pas tellement connus. Maintenant, finalement, ils sont. Allison qui joue avec Ricardo, Emmanuel. Emmanuel, c'est ça. Maintenant, il est champion du monde. Et puis Schmitt, il joue avec. Je crois qu'il est dans les 3 meilleurs mondiaux. Enfin, d'accord. Donc, du coup, là, on va avoir une nouvelle génération qui arrive. Et finalement, on va découvrir de nouveaux Brésiliens qui vont faire parler d'eux dans très peu de temps, je pense. Juste après. Plus les Brésiliens que les Américains, vraisemblablement. A priori, on est plus sur les Brésiliens. Voyage groupé filles et gars. Alors, voilà, on a une bonne connexion brésilienne, on va dire. Donc ça, c'est des valeurs sûres et on sera sûr du spectacle. Quoi. Ça, c'est le week-end du 18-19, donc juin. Et les chances des Français? Il y a qui en français? Il y a les frères Daguerre. Français, en fait, on aura 4 équipes. Ouais, on aura donc l'équipe de France, donc Salvetti du Grip, qui sont présents. On aura les frères Daguerre, qui sont les incontournables du MBV. Ensuite, on aura l'équipe... Certains Brachard aussi. on aura le tenant du titre du Beachmaster. Avec ce nouveau joueur de l'Arago. Avec un joueur de l'Arago. Oui, vous voyez comme quoi. C'est Edouard Rolandson. Edouard Rolandson, donc ça, d'après moi, c'est l'équipe encore de championnat de France. On va espérer... Qui gagne le titre, parce que finalement Brachard l'année dernière il est arrivé un peu comme ça sur le... Avec Julien Linel, et finalement Julien Linel est en sélection en Ligue mondiale avec l'équipe de volley. En Corée en ce moment.
Donc on aura le champion de France en titre avec Greg Brachard, et puis on aura l'équipe de France moins de 21 ans. Avec, la sélection, on la connaîtra à la fin de la semaine, puisque la sélection est en train de se faire à Toulouse dans le centre national. Alors et les filles, parce qu'il y a plus d'écart entre le niveau filles en France et les brésiliennes. Oui, alors là, cette année, on espère. Alors, cette année, on a donc les championnes de France qui sont venues au club cette année. Mathilde Giorgiano qui va jouer avec Emma Larcher. Donc, c'est la nouvelle équipe. Emma Larcher, c'est une jeune. C'est une jeune, mais qui est prometteuse. Et donc, eux, normalement, ils devraient jouer contre les brésiliennes. On espère c'est la meilleure équipe de France. Donc, face à Lily et Angela. Donc, c'est pas Noana cette année, c'est Angela. D'accord. Et on aura une deuxième équipe de France. Donc, dernièrement, là, c'est l'équipe de France numéro 2. Qui est à Pékin en ce moment, d'ailleurs. Qui est à Pékin en ce moment. Eva Mzaoui. Le tournoi commence demain. Eva Mzaoui, d'accord. Et Laura Longuet. Donc, on a les deux meilleures équipes françaises. Donc, on aura un super plateau. Et cette année, donc, on a pris la décision de pouvoir aussi mettre en avant en fait le centre de formation, donc avec les jeunes moins de 18 ans, et on va faire un petit King of the Beach entre les 4. Alors King of the Beach, il faut expliquer, c'est 4 joueurs. Voilà. Et chacun joue avec les autres, donc ça fait 3 matchs. Ça fait 3 matchs, et puis on on essaie de savoir qui est le king, qui est le meilleur. Celui qui a gagné le plus de matchs, quoi. Celui qui a gagné le plus de matchs. Et donc on va le faire avec les moins de 18 ans, donc ceux qui ont fait le rêve de champion, qui sont arrivés à Toulouse 3e et 4e. Donc on va les mettre en avant pour montrer un peu l'intergénérationnalité. C'est un peu ça en fait les défis pré-olympiques, c'est de pouvoir amener les nouvelles générations se prendre un peu d'expérience, et puis chacun à leur degré qu'ils puissent s'exprimer. Ça marche. Mais écoutez, merci à tous les deux d'être venus. En tout cas, on va vous suivre. On espère qu'on va pouvoir filmer les finales, filles et garçons, le 19 juin, et on vous passera les finales donc dans leur intégralité sur l'antenne de TV Sud. Et puis n'oubliez pas, tous les soirs, normalement, un petit journal de 2 minutes qui va relater le quotidien du Beach Master qui se passe sur la Comédie. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère qu'on peut se finir sur des images de FIS, parce qu'il y avait 400, non on peut pas, mais en tout cas il y avait 400 à 500 000 personnes ce week-end pour le FIS. C'était quand même extraordinaire cet événement. Et puis c'était la dernière émission de Sport Sud cette année. À bientôt, merci de nous avoir suivis, au revoir.